Analyse de la pleine lune du 7 mars 2023 à 13h40, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, qui est cette fois-ci caractérisée par une figure très énergique et combative, puisque Mars est au carré des deux luminaires. Ces trois planètes constituent donc ce qu'on appelle un T-carré, qui est une figure astrologique que nous avons déjà croisée à de nombreuses reprises. Lors de la dernière lunaison en Verseau, c'était la planète Uranus, qui était ce qu'on appelle à l'apex de cette figure avec les luminaires, et cette fois-ci, c'est Mars, planète sous l'égide symbolique du Bélier. Ici, elle est toujours en Gémeaux, les actions passent donc sous le crible du mental, de la communication et des mouvements. Depuis qu'elle est entrée dans ce signe le 20 août de l'année dernière, il y a une véritable bataille du débat public, une véritable guerre des opinions avec le camp des gentils et ceux des méchants. Tout ça est très manichéen et donc nerveusement épuisant. Et malgré la rétrogradation qui a pu pendant un moment calmer un peu les ardeurs, depuis que Mars a repris sa marche directe le 12 janvier dernier, les débats houleux, bellicistes, tout comme une certaine censure, a repris de plus belle. Pour cette pleine lune, Mars est au cœur de toutes les tensions. Alors, au vu de ce qui se passe actuellement, c'est une phase très sensible sur laquelle nous devons individuellement faire très attention. La réactivité est à son paroxysme. Le côté mutable de cette figure peut nous indiquer pas mal d'éparpillement, une difficulté à se concentrer sur quelque chose qui en vaille véritablement la peine. N'oublions jamais qu'une phase mutable signe la fin d'une saison et donc d'un cycle. Ce qui nous pousse à rassembler des connaissances, des choses, des gens, pour nous permettre une plus grande compréhension de ce qui se passe, afin de pouvoir la liquider et passer à autre chose. Mais Mars, qui est une planète plutôt égocentrique, aura tendance à foncer dans le tas selon ce qu'elle estime bon pour elle, et malgré le fait qu'elle soit sous l'égide de Mercure, elle n'en demeure pas moins que le bras armé du Soleil, ici en Poisson, et non loin de Neptune, avec qui il va faire sa conjonction d'ici quelques jours. Le problème, c'est que Mars est déjà au carré de Neptune, ce qui accentue la possibilité d'agir dans un flou artistique total. En somme, Mars est aux ordres d'un Soleil potentiellement inspiré, mais potentiellement abusé par le chant des sirènes et des idéologies trompeuses. On peut alors fantasmer des victoires qui vont nous pousser vers notre chute, on peut se laisser influencer par des narratifs totalement hors sol et nous retrouver dans des conflits qui auraient pu être évités. La seule condition est d'accepter la complexité, l'altérité, la différence, bref, d'oser lever les voiles de ces illusions. Cette pleine lune signe le point d'orgue de cette lunaison Poisson qui, pour moi, est toujours collectivement un moment très délicat. Je vous ai déjà dit que ce signe, aussi magnifique soit-il, est quelque chose d'un autre monde. Il est très difficile d'incarner au plus juste ces énergies car il demande une véritable dissolution de l'ego et donc de tous ces conditionnements, ce qui humainement demande une sorte d'état de sainteté et qui n'est pas donné à tout le monde, loin de là. À son niveau le plus basique, les poissons préfèrent la fuite vers des paradis artificiels ou des utopies totalement dérisoires. On peut s'en remettre au fatum, prier les anges gardiens ou toute autre entité susceptible de nous sauver. Bref, on devient passif et prêt à se faire dévorer sur l'autel du sacrifice. Alors si nous pouvons, durant cette période, prendre le plus de recul possible en ne cédant pas à quelque courant que ce soit, en ne nous laissant pas pénétrer sans même le vouloir et terminer au fond de la nasse, un peu comme un banc de poissons dans lequel nous serions pris au piège, ce serait déjà une bonne chose pour terminer cette année astrologique. Le 16 mars, la planète du même nom sortira de sa boucle de rétrogradation qui avait commencé sur le 25e degré 37. Elle sera toujours au carré de Neptune jusqu'à la fin du mois environ. Donc nous pouvons nous dire que c'est loin d'être terminé. Surtout qu'entre-temps, Saturne va rentrer en Poisson et Pluton en Verseau, donc ce mois va forcément susciter des événements très importants. Alors ne faisons pas n'importe quoi pour le moment. Mars est loin d'être en position de force. Cela fait un moment déjà que je parle des leçons à tirer de sa rétrogradation. Tout événement se doit d'être appliqué dans une sorte de non-action active. Les manifestations qui se déroulent d'ailleurs ce jour de pleine lune doivent se substituer à une grève générale, seule action possible pour faire réellement bouger les choses. Au niveau du conflit russo-ukrainien, au lieu de continuer à s'époumoner avec des discours bellicistes et trompeurs,
il serait peut-être temps de commencer à calmer le jeu. Si je prends ces exemples, c'est parce qu'ils sont d'actualité et qu'ils influent très fortement sur notre destinée collective, mais individuellement, c'est la même chose. Cette pleine lune en Vierge nous invite plutôt à nous fixer sur des tout petits détails, à venir pinailler sur les discours globalisants pas assez définis. La Vierge nous invite à discriminer, c'est-à-dire à séparer le bon grain de l'ivraie, à purifier tout ce qui est en trop, à reprendre ce qui n'est pas assez clair et à désamorcer certaines actions avant que les énergies béliennes arrivent. Si nous ne prenons pas conscience maintenant de la qualité de nos énergies martiennes, il sera beaucoup plus difficile en bélier de pouvoir les diriger dans le bon sens. Chaque étape est fondamentale, ne l'oublions jamais, et plus nous nous permettrons de ne pas nous agiter mentalement, plus nous aurons la capacité de voir clair dans ce brouillamini totalement anxiogène et trompeur. Cette intro n'en est déjà plus une, alors passons maintenant à la suite. La pleine lune se trouve sur le 16e degré 40 de la Vierge. Son degré Sabian nous dit « Une éruption volcanique ». La dominante est l'énergie explosive de contenu subconscient longtemps refoulé. Alors ce symbole parle déjà de lui-même. Il est intéressant d'observer que lors de la dernière nouvelle lune en Verseau, le degré Sabian nous parlait d'un orage soudain. Et au vu de tout ce qui s'est produit depuis, nous avons pu le constater. Alors, je ne vais pas égrener tous les événements qui se sont produits dans notre monde car la liste ne serait pas exhaustive. À présent, cette éruption volcanique présage d'une explosion de ce qui, selon Rudyard, pourrait s'apparenter à une catharsis spectaculaire qui prend souvent le chemin de la destruction. Alors tentons de ne pas prendre cette phrase au pied de la lettre dans le sens purement négatif. Une destruction n'est pas forcément de prime abord quelque chose de bien vécu, quoique selon là où nous en sommes, cela peut faire l'effet d'une sorte de libération, alors certes avec perte et fracas, mais qui permet néanmoins sa fin. Selon ses propres mots, la confrontation objective avec une image du passé karmique est remplacée par une irruption subjective de souvenirs et de pulsions primitives réprimées. Ce qui est intéressant, notamment dans ce signe de la Vierge, qui est plutôt axé sur l'objectivité mercurienne, c'est que cette dernière est submergée par des influx venant de beaucoup plus loin. Un peu comme à l'image de la lave qui explose et qui provient des tréfonds de la Terre. Et comme à l'image de la cocotte minute, qui à force de réprimer et de contenir à l'intérieur toute la pression, n'a pas d'autre choix à un moment donné d'exploser. Il y a donc derrière tout ceci l'idée d'une accumulation prête à jaillir à la surface. Le problème avec l'accumulation est effectivement les dégâts que cela peut engendrer par la suite. À force de trop de frustration, de déni, de mensonges et de tout un tas d'autres raisons que nous subissons ou que nous avons fait subir à l'extérieur, le poids du karma n'en est pas moins oublié ou laissé de côté. Tôt ou tard, nous serons dans l'obligation d'y être confrontés. Ce degré nous parle donc en substance de cette phase très disruptive, puisqu'elle n'a plus les moyens de pouvoir contenir le poids de nos actions passées. Alors collectivement, on peut s'attendre à tout. Je ne suis pas là pour faire des prédictions à la petite semelle, mais nous pouvons nous attendre à des événements potentiellement éruptifs. Donc la prudence est de rigueur et l'objectivité primordiale pour y faire face. C'est bien pour cela que Mars est d'autant plus dangereux pour cette pleine lune et que nous nous devons d'activer pleinement notre conscience pour ne pas nous laisser aller à des explosions émotionnelles que nous ne pourrions pas endiguer. Et puis, ce qui doit arriver arrivera. Nous n'avons collectivement pas la mise sur cette période extrêmement sensible et inflammable. Tentons seulement de ne pas y rajouter de l'huile sur le feu. Dans le signe de la Vierge, la lune est yin, mutable et solsticielle de terre, ce qui signifie son besoin de situations imprévisibles ou spontanées et qui lui demande à s'adapter dans un but d'optimisation et de fonctionnalité. Sous la maîtrise de Mercure, la Lune mentalisera ses besoins. Ses émotions passeront indubitablement par le filtre de l'intellect objectif, ce qui, dans une certaine mesure, peut l'assécher un peu dans sa façon de les exprimer, mais qui en même temps peut l'aider
à ne pas se laisser totalement piéger par elle. La Vierge est un signe qui aime se soumettre à des règles bien définies, lui permettant le cadre nécessaire à sa peur de déborder. Face au signe des Poissons, elle privilégiera le petit détail plutôt que la globalité. Et c'est cette différence qui crée l'équilibre nécessaire à ces énergies mutables et toutes deux dévouées à quelque chose. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux signes ont tendance au sacrifice, que la Vierge préférera défendre comme du dévouement, mais au final, chacun court le risque de s'y perdre et surtout de se mettre derrière leur objectif. La rationalité très logique et concrète de la Vierge, couplée à son besoin de prévoyance, peut lui permettre cependant toute la précision que les Poissons sont incapables de produire. Si elle décide de répondre à un quelconque appel, ce sera toujours pour un objectif d'utilité, car il n'est pas question de perdre du temps dans des élucubrations fumeuses ou des activités superficielles ou confuses. La Lune en Vierge tend à atteindre un niveau de compétence inégalé, car même si elle ne se l'avoue pas toujours, elle cherche la perfection. Alors non pas pour être admirée comme le signe du lion, mais pour servir une cause qui lui semble nécessaire, conciliant son individualité à celle du collectif. Regardons à présent les différents aspects que la Lune formera durant cette pleine Lune. Cette fois-ci, au lieu de prendre chaque aspect un par un, je vais prendre l'ensemble, car il se passe tellement de choses dans ce ciel que cette capsule pourrait durer plus d'1 heure. Et vous savez que j'aime me tenir à une analyse n'excédant pas la demi-heure, histoire de ne pas vous surcharger d'infos inutiles. Vous voyez, ça c'est très vierge, alors je prends un peu d'avance, histoire de coller aux énergies de cette carte. Alors commençons par ce T carré qui oppose la Lune au Soleil, ce qui arrive à chaque pleine Lune. La différence ici, c'est que Mars vient se positionner en haut d'une pyramide formée par ces 3 planètes. Mars, planète d'action et d'affirmation, vient titiller par ces 2 carrés autant l'astre du jour que celui de la nuit, le principe de volonté et d'ego à celui des émotions et des besoins. Alors bien évidemment, d'un point de vue collectif, la Lune représentant la foule fait ici face au pouvoir solaire en Poisson, encadré par Neptune, Mercure et Saturne, qui se trouvent au seuil du signe, mais nous y reviendrons un peu plus tard. La confrontation est visible, d'autant plus titillée par Mars en Gémeaux, qui va venir accentuer une certaine agressivité dans les propos, Gémeaux, mais également dans les déplacements, donc les grèves, les manifestations, etc. Et puisque tous ces signes sont mutables, c'est-à-dire doubles, la dualité est d'autant plus forte. Cette phase nous invite pourtant à chercher en soi, pour commencer, à retrouver un dialogue entre nos diverses parts, car personne n'en est exempt, et tout ce qui se joue à l'extérieur n'est que le reflet de la somme de ce qui se joue en nous. Les signes mutables doivent nous permettre la réunion de principes différents. Ils nous poussent à nous assouplir pour nous adapter plutôt qu'à nous figer. Et si nous souhaitons trouver de la conciliation, nous sommes obligés de chercher le compromis plutôt que d'imposer notre vision. Et c'est là que le bât blesse, car en ce moment, et plus que jamais, les égos sont si forts qu'ils ne veulent pas céder, par peur de perdre leur statut et de leur pouvoir. Pluton en fin de Capricorne, face à la Lune noire en Lion, et au carré des nœuds lunaires, et ce jusqu'à la fin de l'année. Ce T carré est donc une sorte de point d'orgue nécessaire à un plus grand équilibre entre les forces en présence. Nous sommes arrivés au bout d'un cycle où les inégalités sont si criantes, les karmas si chargés, qu'une explosion est quasi obligatoire pour rétablir la balance. Alors quand la sagesse n'est pas disponible pour quelque raison que ce soit, c'est les instincts qui prennent le dessus. Et l'homme, dans toute sa dimension la plus haute, la plus spirituelle, laisse la place à l'animalité. Alors je ne sais pas s'il faut le regretter, à dire vrai, nous avons tous plus ou moins une part de responsabilité dans ce que nous vivons collectivement, et nous devons en ce moment même accepter d'endosser ce qui nous appartient pour envisager une résolution créative et libératrice. Uranus, au trigone croissant à la Lune et au sextile décroissant au Soleil, pousse à la contestation, à la libération et à l'innovation. Uranus dans le Taureau et la Lune en Vierge sont toutes les deux dans des signes de terre, donc tout ça, c'est très concret par rapport à tout cet amas en Poisson, qui pour le coup l'est beaucoup moins. Cela dit,
il peut très positivement nourrir cette terre de belles inspirations nécessaires pour aller vers de nouvelles voies. Le piège est seulement de ne pas se borner à ses croyances, mais au contraire, à plonger à l'intérieur pour y détecter ce qui est du domaine du possible et de l'irréalisable. Et cette opposition Lune-Soleil est là pour nous permettre de faire cet écrémage. Pour positiver ce T carré, nous devons seulement ne pas nous disperser car Mars en apex et en signe mutable peut se montrer inconsistant dans ses actions ou être poussé de par sa grande impulsivité à s'engager dans des activités n'ayant pas grand rapport entre elles. Le manque de concentration doit être canalisé et si nous en sommes capables individuellement, ce sera hélas plus compliqué d'un point de vue collectif. La planification très vierge doit pouvoir compenser la dispersion et le côté parfois superficiel des Gémeaux pour qu'une action inspirante et collective soit susceptible de s'ancrer durablement dans la matière. Les actions qui ne font qu'éclat ou coup d'épée dans l'eau ne servent à rien d'autre qu'à nous épuiser inutilement et à nous frustrer davantage. La tension nerveuse doit être remplacée par le doute sain, objectif, palpable, non pas pour nous freiner, mais pour reprendre des éléments, des compréhensions ou des croyances sans véritable fondement. Lors du prochain dernier quartier, qui se déroulera le 15 mars, la Lune sera à l'opposition de la planète Mars, formant alors un T carré avec la conjonction Soleil-Neptune et Mercure pas loin. Donc à ce moment-là, ce sera la volonté idéaliste qui sera au cœur de ce conflit. Vous voyez que tout ce processus qui a commencé lors de la nouvelle lune se déploie et vient remettre en question chaque part de la pyramide. Mars a pour cette pleine lune un rôle central et déterminant pour la suite des événements. Il nous interroge très profondément sur ce qui nous pousse à nous affirmer et sur la qualité d'énergie, donc l'essence, si vous voulez, que nous mettons dans notre véhicule pour démarrer. La lune en vierge nous dit « Oh, il serait peut-être temps que tu fasses une petite révision de la bécane avant de faire ce grand voyage, tu crois pas ?» Et le soleil en face peut lui dire « Ah mais non, t'inquiète pas, moi je le sens, tout va bien se passer, un tel me l'a dit et je lui fais entièrement confiance. » Alors on peut se sentir tiraillé, hésiter ou se dire très pragmatiquement « Ça me coûte rien que de vérifier quand même, histoire de confirmer ou non mon ressenti ou ce que m'a dit un tel en qui je fais confiance. » Cela ne peut que me conforter par la suite en la valeur de cette personne, de mon ressenti et de ma capacité à me responsabiliser individuellement. Voilà ce que nous indique en substance cette figure. Ce n'est pas une perte de temps, d'ego ou de foi que de s'interroger profondément sur le sens des choses ou de la vie. Ce n'est pas une faiblesse que de douter, voire même de faire machine arrière ou de vérifier. La Vierge a un ego comme tout le monde. C'est juste qu'elle sait qu'il est perfectible et qu'il ne sert à rien qu'il soit validé à l'extérieur si à l'intérieur persistent des doutes. Nos dirigeants devraient pouvoir en être capables, mais nous voyons bien que ce n'est pas le cas et c'est très dommage car nous y gagnerions tous à ne pas avoir honte de nous montrer souples et oser avouer nos imperfections ou nos défaillances. Et de votre côté, qu'en est-il dans votre vie à ce moment précis ? Oserez-vous accepter de faire les révisions nécessaires avant le grand départ pour la prochaine nouvelle lune en Bélier ? Attardons-nous maintenant sur l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons qui se trouve lors de cette pleine lune sur le seuil, puisqu'à ce moment-là, il quittera le dernier degré du Verseau pour en sortir définitivement à partir de 14h35 heure de Paris, soit 55 minutes après la pleine lune. Alors on pourrait pinailler et faire notre Vierge, car cette transition est symboliquement intéressante. Le fait qu'au moment exact de cette pleine lune, Saturne soit encore officiellement dans le Verseau doit nous raconter quelque chose. Vous savez sans doute que dans ce signe, Saturne est en domicile, puisqu'avant la découverte d'Uranus, la planète était son premier maître. Donc en Verseau, Saturne est très puissant, autant qu'en Capricorne. Seulement, ces énergies s'expriment de manière plus collective et d'une certaine façon totalement à l'inverse que dans le Capricorne. Ici, Saturne est en quelque sorte uranisé, et c'est ce qui a provoqué, outre le long carré décroissant formé avec Uranus et qui s'est terminé à la fin de l'année dernière et qui nous a valu toutes ces contraintes collectives et ces grandes tensions entre le vieux monde et celui qui s'avance.
Et même si ce carré s'est depuis détaché, nous aurions pu croire retrouver une certaine liberté. Alors dans un sens oui, car nous n'avons plus besoin de passe sanitaire, nous sommes moins contraints dans nos allées et venues, mais dans le fond, nous n'en sommes pas tant devenus plus libres. Bien au contraire. La pandémie s'est substituée à la guerre, à l'inflation, aux problématiques vis-à-vis de nos ressources, etc., etc. Bref, on peut avoir le sentiment que depuis environ 3 ans, c'est-à-dire depuis la triple conjonction entre Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne, notre destin collectif s'est profondément assombri et nous pousse vers un abîme de plus en plus sombre et sans fin. Alors cette sensation n'est pas à remettre en question, il est vrai que nous vivons une période extrêmement difficile et qui très probablement nous a tous énormément impactés, que ce soit individuellement et collectivement. D'ailleurs, si nous regardons quelques années en arrière, nous pourrions constater à quel point tous ces événements ont pu transformer notre vision du monde, mais aussi la vision que l'on porte sur soi, ses idéaux, ses besoins, ses conditionnements. Pluton, en toute fin de Capricorne, et sur le fameux degré anarétique, amplifie la fin de nos vieux systèmes, pour cette année nous montrer très brièvement ce qui adviendra pour les 20 prochaines années. Cela se passera dans le Verseau, donc dans le collectif, et c'est pour cela que nous devons être très présents à tout ce qui va se passer en nous et au dehors ces 3 prochains mois. Saturne, qui était donc très puissant également en Verseau, et puis avant en Capricorne, va totalement changer d'énergie dans le signe d'eau des Poissons. Dans ce tout dernier signe du zodiaque, le plomb dans l'eau a moins de force que dans l'air ou sur la Terre. Alors on pourrait se dire chouette, nous serons moins freinés. Alors c'est beaucoup plus subtil que ça. Saturne reste une planète de frein, de limite, de cristallisation, quel que soit le signe où elle se trouve. En Poisson, sa puissance se situera dans un espace flou, sans limite, entre 2 mondes. Alors concrètement, comment la planète des limites et des formes va agir dans un monde qui n'en a pas? Se pourrait-il que Saturne confronte nos relations aux dépendances de toutes sortes, Poisson, et à la dissociation, initiant alors un réveil et une renaissance avant son entrée dans le Bélier en 2025, pour une entrée définitive en 2026. Donc vous voyez là encore, cette période continue d'engager un processus de fin qui prend du temps, c'est vrai, car la conscience humaine ne pourrait pas faire autrement au risque d'imploser. Alors nous pouvons trépigner d'impatience, nous dire que nous n'en verrons jamais la fin, peut-être qu'en arrêtant de nous projeter sans cesse, en rêvant de façon passive à des jours heureux qui se doivent dès à présent d'être plantés de façon active, dans une terre qui là encore demande à être labourée de fond en comble, car persiste toujours énormément d'ordures et de déchets toxiques à leur floraison. Saturne, tout comme Pluton, ne doivent pas être perçus comme des planètes négatives à vocation maléfique. Bien au contraire, nous devons véritablement transformer notre regard sur leur utilité, finalement bien plus puissante que celle qu'on a l'habitude d'aimer comme Vénus et Jupiter. Chaque planète a son utilité, et chaque phase également. Donc si nous considérions la vie comme un voyage qui, dans un sens, l'est véritablement, nous comprendrions alors que le but de celui-ci n'est pas sa finalité, qui dans un sens en signe la fin, mais bien tout ce qui s'y joue durant le trajet. La vie est un voyage qui nous amène d'un point A à la naissance vers un point B. Alors celui-ci peut passer par tout un tas de petites haltes, bien évidemment, mais si nous passions du point A au B directement et sans détour, sans apprécier toute la richesse des haltes, à quoi bon vouloir partir? Ou alors, avant d'entamer ce voyage, se poser la question essentielle avant toute chose, quel est le but à tout ça? Quel en est le sens? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir m'aventurer au dehors? Pourquoi me mettre en marche? Saturne dans les Poissons pourrait venir nous questionner très profondément sur toutes ces interrogations. Un peu comme un douanier qui vient vérifier nos bagages et nous questionner sur nos véritables intentions, motivations, avant de pouvoir nous embarquer vers d'autres rivages. Son entrée dans le dernier signe du zodiaque est une phase très importante puisqu'il vient mettre du poids, de la contenance et de la conscience dans tout le travail que Neptune a fait depuis son entrée dans le signe en 2011 et qui se rencontreront justement non pas en Poisson mais en Bélier lors de leur conjonction le 20 février 2026.
D'ici là, nous avons le temps de commencer ce processus de dissolution, de nettoyage, qui, sous l'œil de Saturne, devrait nous éviter la totale noyade. Je vois donc son entrée dans ce signe comme quelque chose de très positif et qui va nous permettre justement de nous faire remonter à la surface. Alors c'est vrai, nous pouvons faire face à certaines désillusions, mais au vu du contexte, il me semble essentiel d'en passer par là. Alors non pas pour nous laisser sombrer, mais au contraire pour nous permettre d'arroser la nouvelle Terre avec une eau purifiée de toutes les vieilles sornettes qui polluaient nos océans, intérieurs comme extérieurs. L'eau, dans toute sa symbolique, sera forcément mise à l'honneur durant ce transit dans les Poissons. Nous entendons déjà parler du manque d'eau. Saturne y est forcément pour quelque chose. Quand on manque d'eau, c'est là qu'on se rend compte de toute sa valeur, et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons agir efficacement pour y remédier. Alors oui, ça va nous demander des efforts, mais n'est-ce pas là tout le principe saturnien qui nous pousse à la responsabilité ? Tous les liquides seront forcément remis en cause. Les questions autour des stupéfiants sont remises sur le devant de la scène en ce moment même, et cela devrait continuer, tout comme les médicaments et ceux qui s'injectent dans le corps. Bref, nous continuerons dans tous les cas de suivre l'avancement de Saturne dans les Poissons durant toute sa course. Alors, accueillons-le dès à présent sans crainte, tel un compagnon de voyage, alors un peu lourd parfois, un peu trop sérieux, mais c'est lui qui a la carte, la gourde et l'expérience. Alors autant l'avoir de notre côté. Alors pour finir cette analyse, prenons un instant pour observer cette triple conjonction que forment Vénus, Jupiter et Chiron dans le Bélier. Ce trio de feu cardinal réveille les énergies mutables du T carré entre les luminaires et Mars et installe en quelque sorte les prémices de l'entrée de la nouvelle année astrologique du 21 mars prochain. Vénus, planète des valeurs, Jupiter, de l'expansion et des règles sociétales, Chiron, la blessure fondamentale et par là même le guérisseur, flirtent ensemble comme pour nous donner le là, le point focal des prochaines énergies martiennes. Alors, outre le fait que le bélier nous insuffle énormément d'énergie, de vitalité, d'impulsivité et de désir, il n'en reste pas moins un signe guerrier, profondément individualiste et compétiteur, et au vu du contexte général, il est toujours à craindre que ces énergies ne soient pas utilisées à bon escient, mais pour des batailles, des guerres qui mériteraient d'être désamorcées. Mais bon, ne tombons pas non plus dans la naïveté des Poissons, car dès le mois de juillet prochain, le nœud nord entrera à son tour dans ce signe, donc il est fort à parier que ces énergies belliqueuses devraient continuer pour un long moment, mais nous y reviendrons en temps et en heure, et je ne peux pas l'omettre dès à présent, surtout en prenant la totalité du thème. Alors, au lieu de se concentrer sur le négatif, tentons de positiver cet amas. Ce trio en bélier est sous la maîtrise de Mars, qui, nous venons de le voir, est en assez mauvaise posture puisque poussé par des énergies relativement confuses et tendues, ce qui vient intoxiquer dans un sens ce trio vénusio-jupitérien-chironesque. Donc on peut avoir envie de se battre pour ses valeurs, selon ses propres règles, et réagir plutôt qu'agir. Car quand on appuie sur la plaie, la corde sensible, Chiron, on peut devenir le bourreau plutôt que la victime, et perdre tout le sens positif de sa véritable utilité. Si nous sommes capables de nous en rendre compte, en ne suragissant pas, en y mettant plutôt du sens, de la compréhension, de la tempérance, nous pourrions utiliser toute la douceur de Vénus, même si en bélier elle est plutôt faible puisqu'elle est en exil, mais tentons alors de comprendre certains mécanismes très instinctifs avant de nous lancer sur le ring. À dire vrai, cette pleine lune est assez difficile à positiver, alors je ne dirais pas qu'elle est négative, mais elle est extrêmement confrontante et les portes de sortie sont présentes, mais très difficiles d'accès pour la conscience de base. Et c'est sûrement tout ça qui pourrait causer cette fameuse éruption volcanique du degré Sabian, cette explosion subconsciente des poids du karma. Donc c'est un passage incontournable, acceptons de ne pas avoir la totale maîtrise là-dessus. Les Poissons nous invitent à dissoudre ces vieux schémas égotiques. La Vierge nous pousse à les purifier et les comprendre pour les rendre plus fonctionnels à l'avenir. Je continue de penser que la non-action est parfois la meilleure des solutions pour résoudre une difficulté, non pas dans le sens de la passivité
mais bien au contraire dans toute sa force intérieure, qui elle ne réagit pas mais agit sur un plan beaucoup plus profond et intérieur. Donc c'est peut-être ça la leçon de cette pleine lune. Tentons de ne pas nous laisser influencer, berner, manipuler par ce que nous observerons à l'extérieur. Quoi qu'il se passe, l'énergie de vie, la pulsion fondamentale du bélier est un phénomène qui arrive de l'intérieur avant de pouvoir se manifester au dehors. Donc si nous nous bornons à rester en surface, nous risquerions de louper le coche et de finir sur le bas-côté. Profitons de la fin de cette lunaison qui a débuté en Poisson pour terminer ce travail de purification, car comme lors de la dernière nouvelle lune en Vierge du 27 août dernier, et qui se réinvite lors de cette pleine lune, nous vous est passé le message suivant: rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui vous permettra, je l'espère, de terminer cette phase de la meilleure des façons. Je vous remercie pour votre écoute, vos messages, vos likes et vos retours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que ça me fait toujours plaisir d'y répondre et puis ça me permet d'interagir avec vous, car de blablater toute seule, ce n'est pas un but en soi. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à consulter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune, maîtrisée et purificatrice. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.